Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Binet-Vandal. Je suis conseillère en aménagement à la division de l'urbanisme à l'arrondissement du Sud-Ouest. Je vous présente cette demande de projet particulier pour un projet résidentiel situé au 1957 de la rue Hunter dans Griffintown. La présentation est faite dans le cadre de la consultation publique écrite qui a lieu du 20 mai au 3 juin 2021. Je vais commencer la présentation par vous faire une petite mise en contexte. Ensuite, je vais vous présenter le projet et je terminerai avec les procédures d'adoption du projet particulier. Donc, tout d'abord, la demande se situe sur un terrain qui longe la rue Hunter entre les rues Chatham et Canning dans le secteur ouest de Griffintown. Donc, on est adjacent à la galerie d'art Arsenal, à la minoterie qui longe Notre-Dame et le boulevard Georges-Vanier, tout près du canal de la Chine. Je vous explique tout d'abord qu'est-ce qu'un PPC-MOI. Donc, le PPC-MOI, c'est l'acronyme pour Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est une résolution du conseil d'arrondissement qui autorise les paramètres dérogatoires d'un projet à certaines conditions. L'avantage de cette approche, c'est que ça permet d'exiger des conditions en respect des compétences de la ville qui devront être remplies relativement à la réalisation du projet. Ça permet d'atteindre les objectifs du PPU Griffintown et du plan d'urbanisme qui ne sont pas autrement imposés par la réglementation et ça permet de soumettre les projets à un processus d'approbation citoyenne. Donc, c'est important de comprendre que cet outil-là des projets particuliers, c'est vraiment l'outil qui est privilégié pour l'autorisation des projets dans Griffintown. Ça nous permet vraiment d'assurer une intégration optimale des projets et nous assure un pouvoir discrétionnaire et de négociation afin d'assurer la plus grande qualité possible des projets. Et c'est l'outil qui est privilégié dans le PPE Griffintown qui a été adopté en 2013. Donc, pour vous exprimer un petit peu à travers ce graphique-là, le plan d'urbanisme et le PPE Griffintown vont énoncer des hauteurs, des densités, des taux d'implantation et des affectations au sol très plus générales et plus généreuses pour le territoire de Griffintown. Euh, Lorsqu'on a adopté le PPU, on a pris la décision d'avoir un zonage plus restrictif, donc des hauteurs plus basses, des densités plus basses, des usages aussi plus restrictifs, ce qui obligeait les requérants, les promoteurs, les développeurs à faire des demandes via la procédure des projets particuliers afin que l'arrondissement ait un pouvoir discrétionnaire sur leur autorisation, ce qui nous permet de négocier et d'imposer des conditions, des exigences au projet de développement. Donc, quand vous voyez la multiplication des dérogations qui sont autorisées dans le territoire de Griffintown, c'est tout à fait normal. C'est ce qui est souhaité, c'est ce qui est mis de l'avant par l'approche du PPE Griffintown et c'est ce qui nous permet d'imposer des conditions dans la réalisation des projets. Une fois qu'on a adopté le projet particulier, il y a une étape qui est franchie également lors de l'approbation architecturale des projets qui est fait lors de la demande de permis de construction. Donc, tout ce qui est traitement architectural est vu après l'adoption du projet particulier et ce qui permet d'arriver à la réalisation d'un projet de qualité pour le quartier. Au niveau de la conformité à la réglementation, donc vous voyez ici les 3 strates d'encadrement réglementaire qu'on a. Donc, la première strate, c'est le plan d'urbanisme qui a des paramètres beaucoup plus généreux. Donc, dans Griffintown, on se situe dans un secteur mixte là, qui permet sensiblement des usages résidentiels, commerciaux, industriels légers. On a la hauteur de 25 mètres là, qui est appliquée partout dans Griffintown, des taux d'implantation moyens et des densités de 2 à 6. Au niveau du règlement d'urbanisme, c'est là où on est plus contraignant là, pour nous laisser le pouvoir discrétionnaire de négocier les projets. Donc, dans ce cas-ci, on a un usage résidentiel qui limite à 36 logements euh, l'usage résidentiel. On a des hauteurs de 16 mètres, des taux d'implantation maximum de 70 des densités de 3,5. On a aussi des normes plus spécifiques au niveau de la volumétrie, donc des demandes pour des retraits de façade à partir de certaines hauteurs. Et le projet qui nous est présenté ici, là, donc, vise à produire plus que 36 logements. Donc, on vient autoriser H7 qui permet de construire plus de 36 logements. Une hauteur de 20 mètres qui s'inscrit parfaitement en conformité avec le plan d'urbanisme et le PPE Griffintown.
un taux d'implantation de 70, une densité de 4,3 et on vient autoriser aussi que le retrait de 2,5 mètres se fasse à partir d'une hauteur de 14 mètres au lieu de 12,5. Je vous présente maintenant le projet. Donc, le projet se situe sur la rue Hunter entre les rues Chatham et Canning. Actuellement, le terrain est occupé par un immeuble d'intérêt patrimonial là, qui est l'ancienne Canada Paint and Company. Ce bâtiment-là a fait l'objet d'une demande de démolition là, pour permettre la réalisation du projet. On voit ici là, un peu le cadre bâti de la rue Chatham vers le sud, donc le bâti de plus faible hauteur qui est en front de Notre-Dame et en fond de perspective, là, on voit le projet du 50 des Seigneurs, le projet Le Canal, là, qui a une hauteur beaucoup plus importante. Ici, on voit le long de la rue Hunter, là, ce bâtiment-là a été démoli pour faire place à un projet résidentiel de 25 mètres qui est actuellement en construction. On voit ici là, les rues qui entourent, là, donc la rue Payette, le cadre bâti sur la rue Chatham. Encore une fois, ici, on voit sur la rue Canning là, avec le stationnement en front de la rue Notre-Dame pour la galerie L'Arsenal. Comme je le disais tout à l'heure, donc le projet a fait l'objet d'une demande de permis de démolition, considérant qu'il y avait la présence de logements à l'intérieur de cet immeuble. On se devait de suivre les procédures du comité d'études de demande et démolition. Les logements étaient vacants depuis juillet 2020. Donc, les résultats du comité d'études des demandes de démolition faisaient état que l'état du bâtiment industriel ne permettait pas son intégration au projet. Là, on comprend que le site était fortement contaminé. Donc, tous les besoins de décontamination pour faire place à un projet résidentiel rendaient la récupération de l'immeuble d'intérêt impossible dans le projet. Donc, la démolition a été accordée le 23 mars dernier et les commentaires du comité ont été intégrés à la résolution de PPC-moi, notamment par des critères lors de l'approbation architecturale qui devront être respectés. Ce terrain-là se situe ici, là, je vous resitue le terrain qui est ici dans le secteur complètement à l'ouest de Griffintown. Donc, se situe dans le secteur ouest de Griffintown pour lequel on a fait une démarche d'urbanisme collaboratif en 2018-2019. Je vous présente ici les différentes balises là, qui s'appliquent à ces démarches-là qui peuvent être appliquées au projet. Donc, on mettait de l'avant une transition graduelle des hauteurs des bâtiments vers la rue Notre-Dame. Donc, s'assurer qu'on n'ait pas un front à 25 mètres tout juste derrière les bâtiments de Notre-Dame, mais plutôt un bâti de 16 à 20 mètres de haut. On mettait de l'avant le verdissement, l'importance du verdissement, donc d'avoir des cours ouvertes, des placettes ou des passages et d'assurer une animation des façades par le traitement des rez-de-chaussée, donc des accès directs à partir du rez-de-chaussée. Ces balises-là ont été prises en compte dans la proposition du projet et feront l'objet de conditions. La demande de PPC-moi vise à autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel de 161 logements. Donc, vous avez ici la déclinaison des typologies, donc 3 chambres, 2 chambres, une chambre. On remarque qu'il y a un bon pourcentage de 3 chambres à coucher, dont 15 maisonnettes qui seront faites sur 2 niveaux, ce qui favorise le maintien des familles dans le quartier. On a une hauteur de 20 mètres, soit 7 étages, une densité de 4,3, un taux d'implantation de 70. Il y a 94 stationnements pour autos qui seront aménagés en souterrain et l'aménagement d'un jardin de rue, là, dans quand même une cour généreuse qui donnera sur la rue Hunter. Donc, vous voyez ici l'implantation, là, c'est un peu une implantation en C. L'aménagement d'une cour généreuse qui donne sur la rue Hunter. Considérant la largeur très étroite de la rue Hunter, on trouvait qu'il était tout à fait pertinent d'aller ouvrir la cour sur la rue Hunter pour maximiser le verdissement et l'aération de cette rue-là très étroite. Et aussi une implantation qui dégage une marge assez importante en front de la ruelle là, pour permettre une plantation généreuse le long de cette ruelle-là et favoriser le passage des piétons par cette petite ruelle. Ici, vous avez différentes perspectives, là, la volumétrie, donc le traitement des coins là, qui vise à souligner la hauteur de l'ancien bâtiment qui était là, le traitement par rapport à la ruelle avec les balcons qui donneront sur la ruelle.
Le traitement aussi ici sur la rue de Chatham avec l'aménagement d'un passage qui donne accès à la cour, qui permet de faire, l'intervention artistique de commémoration des activités qu'il y avait sur le lieu. Il y a tout un travail aussi de retrait de façade, de recul, des façades supérieures là, pour souligner l'alignement avec les propriétés voisines. Donc, ce traitement, cet alignement de façade-là permet de s'arrimer, aux différents cadres bâtis qu'il y a de tous les côtés. Donc, on voit ici, la perspective couleur avec, un traitement de briques qui rappelle, la couleur et un traitement de maçonnerie qui rappelle, l'ancien bâtiment, patrimonial qui sera démoli. La généreuse cour qui donnera sur la rue Hunter. On voit ici avec, dans l'axe, là, un petit peu au sud de la rue Payette, avec le passage qui sera créé, qui donnera accès à la cour. On voit l'accès au stationnement aussi qui est fait, sur le coin de l'immeuble adjacent à la ruelle. Vous avez ici les élévations, donc l'élévation de la rue Hunter et l'élévation sur la ruelle. Et les élévations là, de chaque côté, là, de la rue de Chatham, de la rue Canning. Donc, tout le traitement là, des maisonnettes qui sera fait avec des retraits de façade. Comment on vient souligner là, sur la rue Canning le bâti existant qui donne sur la rue Notre-Dame, la hauteur qui se poursuit avec c'est les retraits qui sont faits aux derniers étages et l'alignement qui se fait aussi avec la propriété qui est en construction au sud de la rue Hunter. On voit ici, le bâtiment en couple avec les 2 étages de stationnement, le passage qui est créé, heu, voilà et dans l'autre sens, là, la coupe transversale donc avec, le projet en construction au sud, la rue Hunter, la cour qui est ouverte sur la ruelle qui est juste ici à l'arrière, du projet. Donc, vous avez ici, à titre, indicatif, le plan du rez-de-chaussée avec l'accès au stationnement, la zone pour la gestion l'entreposage des bacs, le jour des collectes. Une petite présentation du stationnement, donc est inclus au projet là, différentes mesures pour assurer la mobilité durable, notamment des stationnements pour visiteurs, tout ce qui est branchement électrique, des zones pour les petits véhicules électriques, notamment des scooters, des trottinettes, euh, tout ce qui est recyclage, compost. Donc, beaucoup de mesures qui sont mises de l'avant là, pour encourager la mobilité durable. Vous avez ici l'étude d'ensoleillement, donc l'impact d'ensoleillement au solstice d'été, à l'équinoxe et au solstice d'hiver, donc le matin, le midi et le soir. Donc, on voit que c'est le projet au sud qui crée de l'ombre sur la rue Hunter. Le projet va venir créer un peu d'ombre sur la ruelle et dans les cours voisines, mais à midi et en fin de journée, donc l'impact se fait plutôt sur la rue Chatham. Et en hiver, ben, c'est sûr que là, avec la hauteur du soleil, l'impact est un peu plus grand. Vous avez ici l'exemple de une proposition d'aménagement paysager qui a été fait. Là. Il y a une volonté de reprendre un peu l'idée de l'usine de peinture, donc dans l'expression des végétaux, la couleur des végétaux et leur plantation, la façon dont ils seront plantés. Et ici, une illustration des intentions de commémoration là, en fonction des activités de la compagnie qui était là avant, là, la Canada Paint, qui après s'appelait Sherwin. Donc, avec une ligne du temps là, qui sera illustrée sur la façade du passage. Le projet, on donne également des autorisations, à l'égard du règlement pour une métropole mixte là, dans le cadre de nos discussions avec le requérant. Les discussions, pardon, se sont faites, avant l'entrée en vigueur du règlement pour une métropole mixte et le projet va contribuer, à l'inclusion de logements sociaux par la cession d'un terrain là, qui se situe à l'angle des rues Sainte-Ambroise et Saint-Rémy. Donc, comme ce terrain-là se situe à plus de 2,4 kilomètres du projet, on se doit de venir autoriser que la distance du 2 kilomètres qui est imposée par le règlement pour une métropole mixte soit, on y déroge puis on permette un 2,4 kilomètres.
Puis également, là, pour faire état des négociations qui ont eu lieu avec, le promoteur, du projet, ben, on vient exiger que ce soit la cession d'un immeuble en faveur de la ville qui soit faite, au lieu de laisser ça à sa discrétion. Pour ce qui est des procédures d'adoption du PPC-moi, donc je vous présente le calendrier. L'adoption du premier projet de résolution a été fait le 10 mai dernier. On est maintenant à l'étape de la consultation écrite qui va se terminer le 3 juin prochain. La rédaction du rapport de consultation sera fait à l'été, là, en juin 2021, juin-juillet, et le dépôt du rapport, sera fait au conseil d'arrondissement du 9 août 2021. C'est à ce moment-là que sera également adopté le deuxième projet de résolution. C'est à partir de ce moment-là que l'avis public sera fait pour la publication des demandes de dépôt de signature et demandes de registre et que les gens habiles à voter pourront se prononcer sur le projet. Donc, tout ça se déroulera au mois d'août. Dépendamment de comment va l'approbation référendaire, le projet pourrait être adopté par le conseil d'arrondissement le 13 septembre 2021 et entrer en vigueur en septembre 2021. Donc, les dispositions, de ce projet qui sont susceptibles d'approbation référendaire, eh bien, on a l'usage, la densité, la hauteur maximale prescrite et le retrait prescrit qui diverge de ce que la norme exige. Pour être valide, les demandes d'approbation référendaire doivent provenir d'une zone visée ou d'une zone contigue à celle-ci, indiquer la disposition qui fait l'objet de la demande et la zone d'où elle provient, être signé par au moins 12 personnes ou la majorité si la zone compte 21 personnes ou moins, et être reçu par l'arrondissement plus tard le 8e jour suivant la publication de l'avis. Donc, la publication de cet avis-là sera faite suivant l'adoption du deuxième projet de résolution au mois d'août. Donc, vous avez ici la zone visée qui est en gris et l'ensemble des zones contiguës qui sont le contour noir. Donc, tous les gens habitants dans ces zones-là peuvent déposer des signatures et sont appelés à se prononcer sur le projet. Donc, au niveau des autorisations du projet, on vient autoriser l'usage là, pour permettre un maximum de 165 logements, une hauteur de 20 mètres, une densité de 4,5. On vient autoriser que le retrait de la façade soit fait à partir de 14 mètres au lieu des 12,5 prescrits par la réglementation. On vient spécifier le point de référence pour le calcul de la hauteur, là, comme c'est un terrain assez grand et qu'il y a une certaine pente à proximité, s'assurer que la hauteur soit uniforme pour l'ensemble du projet. On vient également autoriser qu'une distance de plus de 2 kilomètres entre l'emplacement du projet et l'immeuble qui sera cédé en fonction du règlement pour une métropole mixte pour le logement social. Et les conditions, donc, on vient exiger la cession d'un terrain pour le logement social. On vient exiger un nombre de logements pour famille et une superficie supérieure à ce qui est normalement exigé. On vient demander des accès à partir du rez-de-chaussée là, pour l'ensemble des logements doivent être directement accessibles à partir du rez-de-chaussée. On vient exiger également l'aménagement d'espaces extérieurs privés adjacents au logement, là, s'assurer que chacun des logements de une chambre et plus ait un espace extérieur privé d'une certaine superficie. On vient exiger l'aménagement d'un jardin de rue adjacent à la rue Hunter et la plantation d'arbres, autant dans ce jardin de rue que le long de la ruelle. C'est ça, une marge dégagée et la plantation d'arbres dans la cour adjacente à la ruelle. On a des normes aussi, des conditions par rapport à la gestion des matières résiduelles, donc pour tout ce qui est compost et l'entreposage des conteneurs le jour de la collecte. Dans le stationnement intérieur de 90 unités, on vient exiger qu'il y ait au moins un stationnement pour autopartage, 2 unités de courte durée et 8 pour les visiteurs et qu'il y ait des branchements électriques pour les vélos. On a des études et des critères supplémentaires qui seront exigés lors de l'approbation architecturale du projet. On demande également qu'il y ait une intervention artistique là, qui se veut une intervention commémorative de l'immeuble d'intérêt qui est présent sur le site. Et on demande des garanties financières pour assurer la réalisation pleine et entière de l'ensemble des conditions qui sont énoncées au projet particulier. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à participer à la consultation en nous faisant part de vos questions et commentaires en complétant le formulaire qui est disponible sur la page de la consultation. Merci beaucoup.